Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Bon à savoir sur EVCI TV. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Balé Kwame François. Il est développeur manager. Il est également créateur, concepteur. Il a obtenu un master en art, un bac+6 en management des entreprises, prometteur de la PNL, entendu par là, programmation neuro-linguistique. Il est également membre de l'économie de la connaissance avec Idriss Aberkane. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bienvenue dans notre émission. Merci. Alors, pour cette première émission, nous allons parler d'un thème très important, l'entrepreneuriat en milieu estudiantin. Alors, qui suis-je? C'est le thème que vous avez choisi pour l'émission. Dites-nous un peu ce que ce thème-là veut dire réellement. Alors, dans notre thème de départ, l'entrepreneuriat en milieu estudiantin, il a été remarqué que tous les étudiants, toutes personnes qui travaillent, même les chômeurs, veulent tous gagner de l'argent, mais de façon légale. Même si certains passent par des manières illégales, mais dans tous les cas, tout le monde veut avoir de l'argent. Et donc, avant d'aller sur le champ ou sur le chantier de recherche d'argent, il faut savoir d'abord qui est-ce qu'on est. D'accord. Alors, pour vous étayer la notion de qui suis-je, je vous donnerai juste une toute petite anecdote. Alors, regardez, il y a un père qui donne une pierre précieuse à son fils. Et tu lui dis, va sur le marché, retrouve la valeur de cette pierre et reviens-moi, mais ne la vends pas. Alors, le fils qui va chez une première personne, qui est une marchande de légumes, tu lui montres la pierre. Et ce marchand de légumes lui propose 12 oranges contre cette pierre. D'accord. Et l'enfant continue sa marche vers un vendeur de légumes encore, qui lui propose un sac de patates contre cette pierre. Alors vous voyez que de 12 oranges, on passe un sac de patates. D'accord. Ainsi de suite, il arrive auprès d'un vendeur de pierres précieuses, qui lui propose 2 millions contre la pierre. Mais quand il arrive à la quatrième personne, au quatrième magasin, celui-ci lui dit, même en vendant sa vie, son magasin et sa famille, il ne pourra jamais acheter cette pierre. Alors, il lui demande, mais où as-tu eu cette pierre de si grande valeur? Et l'enfant lui dit, c'est mon père qui me l'a donnée, mais il m'a dit de ne pas la vendre. Alors cet enfant retourne vers son père, lui dit, voilà, voici ce que j'ai connu, j'ai croisé sur la route ou sur mon chemin, voici ce qui m'est arrivé. Et donc le dernier qui a proposé, même en vendant son magasin, sa famille et sa personne, il ne pouvait pas acheter cette pierre. Alors quelle est la valeur d'une vie? Il lui a dit, mais chaque personne a une valeur intrinsèque. Et face à quelqu'un, ou face à une tierce personne, elle t'appréciera en fonction de sa connaissance, sur qui tu es, en fonction de sa valeur à elle, sa richesse, et en te voyant comme si tu n'étais rien, en fonction de son manque d'informations sur toi, mais sache qu'il y aura quelqu'un qui viendra et qui connaîtra ta propre valeur et ta vraie valeur. Du fait que nous sommes uniques au monde et déterminés par notre ADN, et donc toute personne a une valeur sur la terre. Mais ne sachant pas qui tu vaux, tu es capable de te donner à n'importe qui, à n'importe quoi et à n'importe quel prix. Alors, qui suis-je ne ramène-t-il pas à connaître son identité? Exactement. Il faut savoir qui tu es avant de rentrer sur un marché, avant d'aborder, si tu veux, un projet. Il faut savoir d'abord quelles sont tes attitudes, tes aptitudes et qu'est-ce que tu vaux exactement. Alors, que faire pour savoir qui je suis réellement? Alors, pour savoir qui tu es exactement, il faut que tu transcendes la notion de spiritualité. Parce que toute personne est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Et donc, c'est une connexion à ton divin, à celui qui t'a créé. Parce que ça rejoint tout de suite, que fais-je sur la terre? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Alors, sachez que nous sommes tous là. Nous sommes pratiquement près de 8 milliards sur la terre. Et nous sommes uniques en notre genre. Puisque nous avons souvent tendance à nous comparer aux uns aux autres, alors qu'on ne le devait pas. Notre propre élément de comparaison
revient à nous-mêmes. Nous nous comparons à nous-mêmes et non pas à celui qui est à côté de nous ou à notre voisin, parce que nous n'avons pas traversé les mêmes expériences de la vie. Nous n'avons pas vécu les mêmes choses, et donc chacun, en fonction de l'endroit ou de la famille, de l'espace dans lequel il a vécu, il est né, il a vécu, en fonction de la vie que tu as menée, en fonction des expériences que tu as connues et que tu as croisées, tu as une identité unique dans tout ton monde, dans toute ton espèce et dans tout ton endroit. Imaginez-vous que lors des rapports sexuels avec une femme, il y a par millilitre de sperme, 100 millions de spermatozoïdes. D'accord. Et donc, tu t'imagines que pendant les rapports, il y a environ entre 2 et 6 millilitres de spermatozoïdes. 100 millions fois, je prends la moyenne 3, la moyenne de 6, qui est le maximum. Ça, c'est en temps normal. Mais sinon, en temps de joie, tu peux atteindre 10 millilitres de spermatozoïdes, de sperme. Et si je prends la moyenne de 6, qui est 3, tu as 3 fois 100 millions. Donc, lors des rapports sexuels, tu es le fruit de 300 millions de spermatozoïdes. Tu as cherché à attaquer l'ovaire, la fait de vue, et que tu as été le seul qui est sorti sur 300 millions. Donc, si tu viens sur la Terre, après avoir vaincu 299 millions, vous voyez le calcul, pour faire n'importe quoi sur la Terre, c'est pas la peine. Tu aurais pu rester là-bas pour laisser 2 personnes venir tenter sa chance. Alors nous sommes dans un monde aujourd'hui de combat perpétuel et permanent. Avec ce monde qui se renouvelle à tout moment, où il y a des défis à relever. Et quand tu t'es battu, quand tu as affronté 299 millions, et que tu es l'unique à venir sur la Terre, il faut que tu saches que tu n'es pas là par le fait du hasard et non par le fait d'un bing-bang. Mais tu es là pour marquer ta génération. Tu es sur la Terre pour faire un travail. Alors, avant de faire un travail, il faut que tu saches qu'est-ce que tu dois faire comme travail sur la Terre. Alors, cela me ramène à poser cette question, le lien entre connaître son identité et éventuellement l'entrepreneuriat. Quand vous voyez, je dis aujourd'hui, il y a un problème dans ce que nous faisons tous, parce que tout le monde cherche de l'argent. Tout le monde est à la recherche de l'argent. Certains passent par des raccourcis, des portefeuilles magiques et consorts, mais tout le monde recherche de l'argent. Nous nous levons le matin, nous allons tous à la recherche de l'argent pour un mieux-être. C'est normal. Chose de plus normale, puisque nous avons tous envie d'avoir une belle voiture, une belle maison, des enfants qui sont mieux instruits, et tout ce que cela comporte. Mais nous ne sommes pas tous appelés à réussir dans le même business. Et là, il faut que chaque personne parmi nous ait une vision. Si tu n'as pas de vision, tu passeras toute ta vie à travailler pour ceux qui ont une vision. Et la vision, ça commence par déjà le sein de la famille, qui est le cocon où on t'apprend une certaine éducation. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut faire la différence entre l'éducation et la formation. Les gens pensent souvent que c'est l'école qui nous donne l'éducation, qui donne l'éducation et la formation. Non, je suis désolé. L'école nous donne la formation. Et même quelle formation est minime, une petite partie de la formation. La formation et l'information. Et donc, nous avons une famille dans laquelle nous devons vivre. Et dans cette famille-là, nous devons apprendre ce qu'on appelle une éducation. Tout ça ramène à l'identité. À l'identité. Avoir de l'argent sans éducation, c'est un mal-être. On est très mal à l'aise parce qu'on ne peut pas discuter devant. En fait, pour un sujet, on ne peut pas apporter son point de vue, on ne peut pas donner sa version sur un fait, parce que on a de l'argent, mais on n'a pas une éducation. L'éducation, c'est l'élément la plus fondamentale qui fait une personne. Et c'est cette éducation-là qui va ressortir en une personne ce qu'on appelle les 4 R. Dans le cocon de la famille, l'enfant apprend à regarder. Voici le premier R. Regardez. Regardez. Quand vous êtes à la maison, vous voyez les enfants, il voit la chemise de papa, il dit c'est pour papa. Il voit la chemise de maman, c'est pour maman. Il sait que cette chose appartient à son frère. Parce qu'il a appris à regarder. Et c'est ce que l'école transmet en montrant aux enfants des couleurs et des formes à partir de la classe de la maternelle.
Après le regarder, le premier R, nous avons le deuxième R qui est remarquer. On peut regarder sans remarquer. Alors, les enfants qui apprennent à regarder et à remarquer sont très à l'aise et sont très éveillés. Parce que tout ce qu'ils ont vu, ils ont laissé une partie de cela dans leur esprit et donc ils ont remarqué. Alors, quand tu as remarqué, tu finis par retenir ce que tu as remarqué. C'est le troisième R. D'accord. Retenir ce que tu as remarqué. Et donc, quand tu as fini de retenir, tu ne peux que te rappeler à la fin. Le quatrième R. D'accord. Alors, ces enfants, quand ils sont en classe, ils regardent le maître ou le instituteur ou le professeur faire le cours. Et à la maison, dès qu'ils se rappellent de tous les faits et gestes du professeur, ils se rappellent de toute la leçon. Et ces enfants, tu le vois, ils prennent 5 minutes, 10 minutes pour apprendre une leçon, que d'autres enfants prennent en fait, pratiquement 1 heure, 2 heures de temps. Et même souvent, même 3 jours, qui ne comprennent pas cette leçon. Pendant 3 jours, des enfants qui étudient en 3 jours la même leçon, qui ne comprennent pas. Alors que d'autres enfants, en 1 heure, en 10 minutes, en 15 minutes, ont déjà assimilation parce qu'ils se sont rappelés des faits et gestes du professeur ou du maître. Et la leçon coule en eux comme si c'était quelque chose qui avait été écrit par eux. Alors les 4 R, c'est regarder, remarquer, retenir et se rappeler. Super, super. Alors nous voulons savoir un peu le lien, enfin l'entrepreneuriat pour un étudiant. Déjà il connaît son identité, il sait qui il est et il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour lui, qu'est-ce que cela représente réellement? Mais c'est un défi, c'est un vrai défi énorme. Mais ce défi commence par se sous-peser et par comprendre que ce n'est pas l'aptitude, mais c'est plutôt son attitude qui pourra déterminer son altitude. Ça fait beaucoup de al-al, mais je souffre que je le dise. Je reprends, ce n'est pas son aptitude, mais c'est plutôt son attitude qui déterminera son altitude. Donc c'est l'attitude, c'est la façon dont tu es, la façon dont tu conçois les choses, qui pourra déterminer ton altitude. D'accord. C'est-à-dire ta montée fulgurante. Okay. Alors, quand tu prends des gens, par exemple, qui n'ont pas eu en fait une personnalité, parce que tout part de la personnalité qui est la façon dont le cocon familial t'a dressé. Aujourd'hui, vous avez remarqué que quand tu es dans une famille où le père bat sa femme, les enfants finissent par battre les femmes quand ils seront grands. Parce qu'on vit tous par mimétisme. C'est-à-dire c'est ce qu'on a appris quand on était tout petit ou quand on était jeune, qu'on essaie de reproduire dans notre vie de demain. Donc, quand tu as eu dans ce cocon familial un certain nombre d'éléments qui ont fait de toi une personne, je dis bien une personne dans le sens profond du terme, une personne. Parce que quand tu veux être une personne, il faut d'abord s'appuyer sur l'attitude, donc je parlais tout à l'heure, mais c'est l'attitude qui détermine ta personnalité qui est en réalité je l'ai dit en me basant sur ce qu'on appelle la Silicon Valley, aux États-Unis. Donc nous avons créé ce qu'on appelle la Silicon Valley, qui est un petit groupe que je gère et qui disons que quand tu es une personne dans son sens du terme, il faut que tu sois quelqu'un de bon, de soucieux pour les autres, quelqu'un qui est bon, qui tend la main envers les autres, parce que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Alors, quand tu dis que tu es une personne, c'est que tu es quelqu'un qui a multiplié sa longitude à sa latitude élevée au carré. Je vous explique. C'est ta longitude multipliée à ta latitude élevée au carré, c'est ta capacité à ne pas frémir, à être imperturbable dans ton rayon qu'on appelle ta zone de féodalité critique. C'est-à-dire que chaque personne en nous a une zone de territoire où, quand il est, personne ne peut venir lui prouver le contraire. Ou personne ne peut venir l'effrayer ou le fait douter de ce qu'il est en fait. C'est ta zone de féodalité critique. C'est cette zone-là dans laquelle, quand tu te situes, tu es personne à part entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu étales toute ta personnalité, le respect, la vérité, l'honnêteté, la confiance en soi,
l'amour de soi et l'amour du prochain. Et tout ça, quand tu es dans cette zone-là, tu t'exprimes en tant que personne entière. Et c'est pas... Et en tant que personne entière, tu n'as plus besoin de t'appuyer sur les autres pour grandir ou de noyer les autres pour te faire voir. Parce que tu es soucieux de ceux qui sont autour de toi. Et là, ça impacte en fait ce qu'on appelle ton quotient émotionnel qui fait de toi une personne à part entière. Parce que les gens ont vite fait l'amalgame du quotient intellectuel. Il y a trop de blablabla dans cette affaire-là. Pour nous, chez nous, un quotient intellectuel, il est minime. Le quotient intellectuel, d'ailleurs, nous disons, le quotient intellectuel, c'est un habit du langage. Nous souhaiterons que ce thème-là, quotient intellectuel... Quand vous dites nous, disons, vous parlez des... Moi, la Silicon Valley. La Silicon Valley que je dirige, souhaiterait que le quotient intellectuel soit plutôt appelé quotient cartésien ou quotient rationnel. Celui qui est fort en mathématiques ou en physique ou en autre chose, il n'est pas plus intelligent que celui qui est fort en SVT ou en philosophie. Mais il est plus cartésien ou il est plus rationnel que celui qui est fort en mathématiques, en SVT ou en sciences, en géographie ou histoire géo, ou en anglais. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que après toutes les études que tu as faites, si tu n'as pas fait d'anglais ou d'informatique, tu n'es rien. Alors, quelqu'un qui fait les mathématiques ou qui fait la physique, qui ne connaît rien en fait en anglais ou en informatique, il n'est rien. Sa formation est caduque. Donc aujourd'hui, vous vous rendez compte que nous avons une nouvelle donne qui est le fait que nous sommes dans l'ère de l'information. Du coup, va à l'école, fais de bonnes études pour espérer travailler dans une bonne société, appartenir à l'ère de l'industrie. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'information. Va à l'école, fais de bonnes études pour espérer acheter des sociétés, pour atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. Sinon, comment comprendre que des sociétés comme Apple, des sociétés comme WhatsApp sont plus riches que Renault et Mercedes et consorts? L'industrie aujourd'hui est dépassée par l'information. Et là où nous sommes, quand il y a une information capitale, quand tu ne l'as pas dans le temps réel, tu es dépassé. Comment tu peux comprendre qu'aujourd'hui, Nokia, tu as vu Nokia? Oui. Tu as vu Motorola, qui étaient ces sociétés de téléphonie qui étaient très avancées en son temps, sont aujourd'hui mortes. Et du coup, finissent des techniques. L'information aujourd'hui est capitale. Et plus que capitale, de sorte que ces sociétés d'information sont beaucoup plus riches qu'aujourd'hui les sociétés industrielles. Il faut le comprendre. C'est le monde qui s'en va à une vitesse insoupçonnée. Et nous, les jeunes africains, réveillons-nous et revenons à nos valeurs initiales, qui sont l'entraide, la fraternité, l'amour du prochain et l'union pour pouvoir ensemble évoluer. Sinon, individuellement, c'est bien, mais on meurt vite quand on est seul. On meurt très vite. Et là, je reviens à notre sujet. J'appelle à tous les étudiants qui veulent entreprendre de commencer par se mettre par petits groupes. Par petits groupes de 5, de 10. Et ensemble, on peut trouver de vrais projets. De vrais projets qui sont viables. Des projets qui sont soutenables. Et ensemble, on met des moyens en place et on avance tout doucement, mais sûrement. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette émission. Bon, à savoir, nous étions avec M. Balé Kwame François. Je rappelle qu'il est membre de l'économie de la connaissance avec Idriss Aberkan. Merci de nous avoir suivis et l'émission se poursuivra sur UVCI TV. Le numérique toujours à portée de main.